Alors bonjour à tous, on va revenir sur le sujet de la biodiversité et je vais vous présenter l'outil Biodistrict. Donc, comme vous le savez déjà, Biodistrict, c'est un outil AgroParisTech qui a été développé dans le cadre de la chaire en partenariat avec Vinci et Vinci Construction France. Aujourd'hui, c'est un outil qui est opérationnel et utilisé au sein de Vinci Construction France. Il a été appliqué sur 6 projets et 2 projets sont à venir. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir les organisateurs et les participants au test HQE Performance Biodiversité 2015, qui va permettre en fait de tester la démarche Biodistrict sur 27 opérations. Et ça sera l'occasion d'avoir un retour d'expérience un peu plus large. Donc, il y a une opération Vinci Construction France et une opération Vinci Immobilier qui sera réalisée en partenariat avec Vinci Construction France. Donc, c'est un outil qui s'utilise en milieu urbain ou périurbain sur des projets a priori sans enjeu réglementaire, puisqu'il ne se substitue en aucun cas, par exemple, aux inventaires faune-flore qui sont réglementaires sur certains projets. En revanche, il peut venir avant pour sensibiliser et mettre en avant certains enjeux et compléter, par exemple, une étude réalisée par un bureau d'études et accompagner toute la conception. Il s'applique à toute typologie de projet, donc des bureaux, des logements, mais également des campus universitaires ou des écoles. C'est un outil qui s'utilise en phase de conception pour des projets de construction neuve ou de rénovation lourde, c'est-à-dire où il y a assez de marge de manœuvre en fait, pour pouvoir apporter des modifications qui vont vraiment favoriser la biodiversité du site. Et on va pouvoir, avec le test HQE Performance, tester l'outil sur 3 opérations en exploitation. Donc ça sera intéressant de voir s'il s'applique bien à cette phase. Et enfin, il est très important de garder à l'esprit que cette démarche doit s'intégrer dans une démarche plus globale d'écologue, puisque un site s'intègre dans un territoire avec ses caractéristiques et il faut avoir une réflexion en amont sur ces enjeux écologiques. Donc concrètement, biodiversité va permettre d'évaluer le potentiel écologique d'un site à partir de 5 indicateurs de mesure qui sont scientifiquement valides grâce au partenariat avec AgroParisTech et en même temps, ils sont appréhendables par tous. Ils traduisent des concepts clés en écologie, et répondent aussi à des enjeux importants de la conservation de la biodiversité en milieu urbain, qui ne sont pas toujours les mêmes que la conservation dans les milieux plus naturels. Alors la démarche, rapidement, on a un site, c'est le site d'implantation du projet, qui existe donc à l'état initial et à l'état projeté. Et on va pouvoir diagnostiquer ce site à ses différents états. Donc pour le site initial, ça implique un déplacement sur le terrain. On va travailler avec une photographie aérienne puisque c'est un site qui existe aujourd'hui. Et pour le site projeté, on va faire par anticipation en travaillant avec les équipes de conception pour savoir ce qu'ils ont voulu mettre en place. On travaille à partir du plan masse, etc. Ce diagnostic de site va permettre de collecter un certain nombre d'informations qui vont ensuite être cartographiées sous un logiciel de SIG, donc QGIS. Et cette cartographie du site va permettre d'obtenir un certain nombre d'informations qui vont être elles-mêmes injectées dans le calculateur Biodistrict qui va aboutir à la mesure des 5 indicateurs. Ensuite, on peut revenir sur le logiciel de cartographie pour obtenir des nouvelles cartographies de l'espace et ça va permettre de compléter le résultat final, donc l'évaluation du potentiel écologique qui existe. Donc ce sont des résultats d'indicateurs mais également différentes cartographies qui permettent de comprendre quel est l'impact d'un projet sur le site à l'aide des différents indicateurs. Donc je vais maintenant présenter chaque indicateur de manière un peu plus détaillée. Le premier, c'est la proportion des espaces verts. Aujourd'hui, on sait que sur un territoire donné, la richesse spécifique, donc la richesse en espèces, va augmenter avec la surface d'un territoire. Pourtant, on assiste aujourd'hui à une perte nette de la surface du couvert végétal à cause de l'étalement urbain. Et donc l'intérêt d'avoir un tel indicateur, c'est de montrer tout simplement cette perte, de l'évaluer et donc d'inciter à tendre vers un objectif de 0 perte, voire de gain en termes de surface végétalisée. Pour les espaces, pour les gros projets, ça va donc inciter à densifier le bâti et avoir des espaces en pleine terre qui seront libérés pour les espaces végétalisés. Et sur des projets plus petits où la densification devient plus compliquée, ça va inciter en fait à valoriser le bâti en tant que surface végétalisable.
Donc c'est un indicateur qui est quantitatif, mais qui apporte quand même un premier élément de compréhension du site. Ensuite, le deuxième indicateur, c'est la diversité des habitats. Sur ce même territoire donné, la diversité en espèces va augmenter avec la diversité des habitats. Donc par exemple, par habitat, j'entends un espace boisé ou une surface prairiale, une zone humide, etc. Et donc, dans un milieu qui sera hétérogène, les espèces vont pouvoir se partager l'hétérogénéité du site en se spécialisant. Je vais prendre un exemple à une échelle un peu plus fine pour bien expliquer le principe. Par exemple, sur ce milieu, le milieu est diversifié puisqu'il présente différents types de ressources alimentaires pour les espèces. Et donc, les espèces qui sont représentées ici vont pouvoir cohabiter sur ce territoire parce qu'ils proposent différents types de ressources. Et donc, plus un milieu sera hétérogène, plus il pourra supporter un écosystème qui sera plus complexe. Et à l'échelle de l'individu, une espèce va avoir besoin de différentes ressources au cours de son cycle de vie, qui sont parfois situées sur différents habitats. Donc s'ils ne sont pas présents sur le territoire étudié, le territoire ne pourra pas soutenir le cycle de vie de cette espèce. Et aujourd'hui, en ville, souvent les espaces sont très homogènes. On retrouve sur les projets qui sont mis en place, on va mettre les mêmes typologies d'espaces verts. Et donc, l'intérêt de cet indicateur, c'est d'essayer de diversifier, d'avoir davantage de différents habitats sur le site. Mais l'indicateur de diversité des habitats va également permettre d'évaluer la proportion surfacique de ces différents habitats. Par exemple, sur un projet 1, on va avoir 4 habitats qui sont en proportion, en surface, la proportion est à peu près égale. Sur un autre projet où on a également 4 habitats au total, mais il y en a un qui domine, la diversité en habitats de ce deuxième projet sera plus faible. Et enfin, l'indicateur va également introduire une notion de qualité écologique, puisque certains espaces sont moins intéressants pour la biodiversité. Par exemple, un gazon régulièrement tondu sera écologiquement moins intéressant qu'une prairie en fauche tardive. Et donc on a introduit cette notion de qualité dans cet indicateur, ce qui permet d'avoir un indicateur qui est à la fois quantitatif mais également qualitatif. Le troisième indicateur, c'est l'indicateur de diversité des strates végétales. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une strate végétale, on va rapidement regarder quelques photos. Donc ici, on a la strate arborée, donc ça comprend tous les arbres. Ensuite, on a la strate arbustive, la strate mucinale ou rase, donc c'est ici un gazon, mais ça peut également être des mousses ou des sédums sur les toitures végétalisées, par exemple. Et ici, on a la strate arborée, encore une fois, et la strate herbacée, donc ce sont des herbacées hautes. Alors, la diversité des habitats dont je vous parlais tout à l'heure, en fait, va se retrouver dans l'étagement vertical de la végétation. Donc, une strate herbacée ne va pas offrir les mêmes ressources qu'une strate arborée. Et donc, une stratification qui sera plus complexe soutiendrait un plus grand nombre d'espèces. Et pourtant, aujourd'hui, généralement, on trouve des espaces qui sont très monostrates. Donc, on a par exemple une grande surface enherbée ou alors des alignements d'arbres, mais qui sont implantés directement dans le bâti. Et donc, l'intérêt, c'est au sein d'un même habitat, c'est d'inciter à diversifier les strates, soit en instaurant une gestion différenciée, soit en diversifiant les plantations. Et ça permet également de diversifier les essences végétales, ce qui a un impact positif sur la biodiversité du site. Ensuite, je vais rapidement présenter le quatrième indicateur, donc la connectivité intrasite. Le paysage peut être représenté de manière très schématique de cette façon. Donc, on a des taches d'habitat ou des réservoirs de biodiversité qui sont favorables à la biodiversité, qui offrent des ressources pour les espèces pour qu'elles puissent se développer. Et ces milieux sont contenus dans une matrice qui est moins intéressante, plus imperméable, qui offre moins de ressources. Et donc les espèces vont pouvoir se déplacer à travers différents corridors. Donc ça peut être des corridors continus, des corridors aquatiques ou ce qu'on appelle des corridors en pas japonais. Donc les espèces vont se déplacer de patch en patch pour atteindre un autre réservoir.
Et donc, les espèces ont besoin de se déplacer pour survivre. Donc ça, c'est important à l'échelle de l'individu, mais également à l'échelle de la population, pour avoir un brassage génétique. Et c'est également important pour les espèces. Les espèces ont besoin de se déplacer pour s'adapter au changement climatique qui est en œuvre aujourd'hui, parce qu'on n'est pas les seuls à subir les conséquences, les espèces également, et elles ont besoin de se déplacer sur des territoires qui sont plus propices à leur développement. Et pour ça, il faut que les villes soient perméables pour leur permettre de les traverser. Pourtant, aujourd'hui, la ville est un milieu très fragmenté qui présente peu d'espaces favorables. Et ces espaces favorables sont isolés dans une matrice qui, elle, est très artificialisée et donc peu accueillante. Donc, l'intérêt de l'indicateur de connectivité intrasite, c'est de renseigner sur l'organisation de ces différents espaces pour inciter l'aménageur à connecter les différents habitats qu'il aura retenus entre eux pour permettre, à une échelle certes très restreinte, aux espèces de se déplacer sur ces différents éléments. Et le dernier indicateur, c'est l'indicateur de perméabilité des sols à l'eau. Donc les sols aujourd'hui remplissent des fonctions indispensables. Ils épurent l'eau, ils la stockent, c'est un support pour les plantes, mais un support physique, mais également un réservoir de nutriments, c'est un puits de carbone, etc. Pourtant, en ville, on va imperméabiliser le site et donc ça va détruire les sols ou les déstructurer. La qualité des sols en milieu urbain est très dégradée et donc ça aboutit à une perte on perd ces services et on a un cycle de l'eau qui est perturbé, ce qui va engendrer des coûts de gestion et des coûts supplémentaires si il y a un événement pluvieux un peu plus important qui n'est pas gérable par les installations mises en place. Et l'intérêt de cet indicateur, c'est de restaurer le cycle de l'eau en permettant la mise en place d'aménagements qui soient perméables à l'eau. Et donc, forcément, on préserve les sols qui sont existants. Par exemple, si on a un site où une partie est déjà construite, ce serait plus intéressant de construire sur ces espaces artificialisés et donc préserver les sols qui sont plus perméables. Et enfin, donc c'était les 5 indicateurs présentés de manière assez succincte, mais on peut également combiner ces indicateurs pour faire émerger des nouveaux concepts. Par exemple, si on prend la diversité des habitats et la connectivité intrasite, on va faire émerger un nouveau concept qui a été développé par Colding, qui s'appelle Ecological Land Use Complementation. Et donc, pour vous expliquer le principe, les espaces verts en milieu urbain vont agir en synergie s'ils sont placés dans des combinaisons différentes. Par exemple, pour reprendre l'exemple de ce scientifique, certaines espèces d'amphibiens ont une phase aquatique dans leur cycle de vie, ont une phase en milieu aquatique et une phase en milieu boisé. Et donc, si un territoire ne présente que le milieu aquatique, cette espèce ne pourra pas se développer. Même s'il y a un espace boisé à proximité, s'il ne peut pas se déplacer entre ces deux éléments, l'espèce ne pourra pas accomplir tout son cycle de vie sur ce territoire. Et donc l'intérêt, c'est de penser la conception de la ville d'une manière différente, de façon à rapprocher ces deux espaces pour que le nouveau paysage puisse, lui, supporter le cycle de vie de cette espèce. Et donc, si on prend l'indicateur de diversité des habitats, l'intérêt, c'est de choisir des habitats de manière réfléchie. Et ensuite, avec l'indicateur de connectivité, ça permet de réfléchir à l'agencement spatial de ces différents espaces pour permettre le déplacement des individus dans ce territoire. Donc ici, on a une approche par les processus écologiques et non pas par l'espèce. On va essayer de réfléchir sur l'agencement des habitats pour en fait favoriser un ensemble d'espèces. C'est là tout l'intérêt de l'outil, c'est qu'on n'a pas une entrée par l'espèce, mais par l'habitat. L'outil permet également d'évaluer les différents impacts d'un projet, que ce soit positif ou négatif. Il permet de mieux comprendre les atouts d'un site et les différentes pressions qu'il subit. Et c'est très important, c'est une démarche incitative. On veut mettre en avant une marge d'amélioration et les opportunités que représente la prise en compte de la biodiversité. Et donc il ne faut pas prendre les indicateurs de manière absolue, mais il faut bien comparer
un site dans différentes situations, il faut échanger sur les possibilités qu'on a pour améliorer la biodiversité du site. Donc je reprends une remarque de Gilles, l'intérêt c'est de dialoguer autour de ce sujet adapté à un projet en question. C'est une utilisation qui est peu coûteuse et rapide, donc les non-spécialistes peuvent s'approprier le sujet, mais j'insiste, c'est une démarche qui doit s'intégrer dans une démarche globale d'écologue, et donc c'est intéressant d'utiliser cet outil aussi pour sensibiliser les équipes à un sujet qui n'est pas forcément évident à comprendre. Et je vais passer la main à Florence. Alors moi, je vais vous donner le point de vue de l'entreprise, le constructeur qui l'utilise et notamment à quel moment finalement il peut utiliser Biodistrict. Alors, Sandra l'a dit, c'est le plus en amont possible pour avoir toute liberté, mais aujourd'hui, puisqu'on est dans un apprentissage, on est aussi dans une sensibilisation des équipes, eh bien on prend un peu tous les projets qui viennent. Et on s'aperçoit notamment que ces projets, ils sont très différents les uns des autres. Ils peuvent soit finalement ne pas du tout avoir eu de réflexion sur le sujet de la biodiversité, et donc on va avoir toute l'attitude pour travailler. Ils peuvent avoir eu un traitement paysager, donc c'est là où il va y avoir une discussion intéressante entre paysagistes et écologues. Et puis il y en a d'autres qui sont très avancés sur le sujet, qui ont potentiellement eu un inventaire de la faune et de la flore. Donc voilà, il faut s'adapter, il faut être flexible, et en tous les cas, on a remarqué que l'outil Biodistrict le permettait, et donc c'est son avantage. Alors, à quoi ça nous sert ? Ça nous sert, en tous les cas, et c'est l'avantage, de pouvoir travailler dans l'équipe projet sur un plan d'action, faire des propositions. Au départ, un nombre assez important de propositions peut être fait, et puis vous savez comment c'est, après on les réduit au fur et à mesure. En tous les cas, la discussion est introduite sur le sujet de la biodiversité et on peut avancer. Et ce qui est bien avec Biodistrict, c'est que ces actions qui sont proposées, on va pouvoir les mesurer. Et c'est tout l'intérêt en fait de Biodistrict, c'est cette mesure pour savoir où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on en est, comment ça fonctionne et est-ce que ça fonctionne. Alors, prenons un exemple concret d'un projet. Donc, au départ, Sandra vous l'a dit, vous avez un état initial, soit c'est un site naturel, ou soit c'est un site déjà construit. Et donc, on va comparer l'état initial avec le projet. Donc là, par exemple, je vous présente à gauche finalement ce que l'on ressort de la cartographie des SIG, et j'ai choisi l'indicateur proportion d'espaces verts. Alors on se dit, bon, le site initial, il y avait déjà des espaces verts, et dans mon projet avec le paysagiste, on a travaillé à ce que ces jardins soient améliorés. Donc on est satisfait, on a une proportion qui s'est améliorée. Mais finalement, à bien regarder, c'est un traitement paysager, mais d'un point de vue biodiversité, et c'est la mesure avec Biodistrict qui nous permet de le voir, on est finalement pas si bon que ça, et on n'avait pas étudié le sujet de près, donc nos indicateurs sont assez, vous le voyez sur le projet de base et le projet, le site initial et le projet, on est assez mauvais au niveau de l'amélioration. Donc, c'est là qu'intervient l'écologue et qui vient proposer des pistes d'amélioration. Alors, les pistes d'amélioration, vous en connaissez déjà beaucoup. Je prends l'exemple de la toiture végétalisée. Ce qui est intéressant, c'est que on commence à avoir l'habitude de travailler nos 5 indicateurs, et finalement, on arrive aussi à imaginer ce que la toiture végétalisée va pouvoir apporter à ces indicateurs. Donc, je prends par exemple la surface d'espace vert. Vous imaginez bien, la 5e façade, ça va augmenter le pourcentage d'espace vert. Mais ça va aussi permettre d'améliorer l'indicateur perméabilité à l'eau, puisqu'en fonction de l'épaisseur de notre toiture végétalisée, on va avoir plus d'eau qui va être absorbée. Et voilà. Et donc, on sait, à force d'utiliser ces indicateurs de Biodistrict, on sait aussi un peu mieux évaluer les actions que l'on fait et les choisir à bon escient.
Donc voilà, deux exemples en tous les cas, la toiture ou alors une amélioration d'un bassin de rétention où on va créer une zone humide. Donc on va travailler là sur l'aspect diversité des habitats. Et là, en ayant fait ces actions sur le programme, on arrive du coup à avoir un... Ah ben mince, alors là, on n'a plus rien. Maxime, j'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est bizarre. C'est le tout dernier. Il n'est pas accepté par le logiciel ? Il n'en veut pas. Alors, le dernier slide qui vous montre l'amélioration n'est pas accepté par l'ordinateur. Donc, ça sera pour l'atelier. Ce que je voulais en fait vous montrer, c'est que à l'issue de notre plan d'action, on a cherché à améliorer évidemment le projet par rapport toujours à cette situation de site initial. Donc, on a des sites pour lesquels, aujourd'hui, on arrive vraiment à avoir une amélioration. Évidemment, on peut comparer soit un site initial et un projet, soit une variante A avec une variante B. Donc après, vous pouvez aussi utiliser Biodistrict de différentes manières. En tous les cas, on se sent un petit peu rassuré d'avoir cet outil de mesure qui est accessible. Moi-même, je ne suis pas écologue et pour autant, je comprends le bénéfice des actions que l'on entreprend. Et du coup, c'est l'avantage d'avoir quelque chose qui a été, qui traduit, comme disait Sandra, qui traduit des concepts clés en écologie. Donc c'est assez facile d'utilisation en tous les cas. Et donc, petit à petit, le sujet vient au plus près des projets et on a plus de facilité en tous les cas à parler du sujet biodiversité dans nos projets. Donc, de toute façon, l'atelier Biodistrict de cet après-midi est dédié à la prise en main de cet outil et vous pourrez comme ça manier de manière plus facile les cartographies, les indicateurs. Et puis, on verra effectivement avec le projet de test performance HQE si, nous, on l'utilise pour la partie conception, mais comment est-ce que ça s'utilise aussi en phase d'exploitation, par exemple. Voilà. Merci. C'est dommage. Merci à toutes les deux, vous avez compris. Si vous voulez voir la fin, ça se passera à l'atelier Biodistrict. Est-ce qu'il y a des questions ? Bonjour, Victor Pichon, le Sommer Environnement. On accompagne la SEM Paris-Seine sur deux projets notamment qu'on va présenter pour HQE Performance Biodiversité sur le site de Boussicot et le front de Seine. Et j'avais des questions sur les deux premiers indicateurs. Donc la première sur la proportion d'espaces verts. Est-ce que ça intègre la qualité de ces espaces verts en termes d'épaisseur ? On sait que sur les problèmes d'aménagement, on ne peut pas tout le temps faire de la pleine terre. Donc est-ce qu'une une toiture végétalisée de 5 cm d'épaisseur est prise en compte dans cette proportion d'espace vert de la même manière qu'un espace en pleine terre ou sur dalle de 80 cm, etc. Et sur la question des habitats, par rapport, est-ce que ça prend en compte pour avoir travaillé sur plusieurs projets d'aménagement avec des écologues, est-ce qu'on prend en compte les dispositifs d'accueil de biodiversité type nichoir ou hôtel à insectes, voilà. Alors, pour répondre à la première question, l'indicateur de proportion des habitats, il est juste quantitatif. Par contre, si on prend à côté l'indicateur de perméabilité, là, en fait, chaque habitat va être associé à un coefficient de perméabilité. Et donc, une toiture végétale qui a une épaisseur plus importante n'aura pas le même coefficient. De la même façon, on va regarder si l'espace est en pleine terre ou sur dalle. Donc, c'était le dernier slide sur les indicateurs. L'intérêt, c'est pas de prendre un indicateur de manière isolée, mais c'est de regarder l'ensemble de ces éléments et de voir comment ils interagissent entre eux et quelles informations ils apportent de manière croisée. Et ensuite, pour la diversité des habitats, on ne prend pas en compte ces aménagements ponctuels qui viennent augmenter la capacité d'accueil parce que c'est préconisé dans certains plans d'action. Mais l'intérêt, c'est de diversifier les habitats mis en place et éventuellement de rajouter des
des éléments plus ponctuels, mais l'intérêt, c'est pas de mettre l'accent sur ces nichoirs, c'est plutôt sur qu'est-ce qu'on va y planter, comment on va l'agencer pour que, sans ces nichoirs-là, le milieu est aussi accueillant pour la biodiversité. Et les nichoirs, c'est aussi une façon de faire de la pédagogie. Donc c'est intéressant de les avoir, mais il ne faut pas que ça soit déconnecté du reste. Ce qu'on peut rajouter, c'est qu'il y a associé à Biodistrict une liste d'habitats. Et donc, on part tous sur les mêmes habitats et les mêmes coefficients. Voilà. Bonjour, Thibaut Gagné, Postimo. Je comprends que l'outil est vraiment dédié à une approche par site et une approche centrée sur le projet. Je voulais savoir si l'outil était ouvert pour accueillir des réflexions autour de la biodiversité grise. On en a parlé tout à l'heure. On parlait d'ACV, on parlait aussi de prendre en compte la biodiversité dans l'ensemble du cycle de vie du bâtiment. Et je voulais savoir si ces réflexions avaient été menées ou est-ce que l'outil était ouvert aussi pour accueillir ce genre de réflexion. Pour le moment, on a commencé à y réfléchir sans... Je ne peux pas vous apporter de réponse exacte, mais pour parler plus d'une expérience, comme je suis sensibilisée à ces questions, j'amène le sujet de la biodiversité, par exemple, en parlant de Biodistrict, et c'est l'occasion de faire émerger d'autres sujets de réflexion, et donc je peux facilement, une fois que j'ai déjà un point d'entrée, ça permet de faire émerger ce genre de questions quand on échange avec les équipes de conception. Après, de manière plus automatisée, on n'a pas avancé sur la question. Après, par contre, ça fait partie des réflexions qui sont menées dans le cadre de la chaire, donc je vais peut-être pas passer la parole au joker, mais l'idée c'est de faire interagir les différents outils, la biodiversité avec Biodistrict, et puis l'analyse de cycle de vie qui évalue dans une première approche une biodiversité grise avec ce qui a été montré juste avant. Guillaume Neveu, Aïcar, juste une petite question sur l'indicateur de connectivité, parce que c'est souvent la chose qui est un peu la plus difficile à appréhender de manière en tout cas quantitative. Vous n'avez juste pas précisé en fait la façon dont il se calculait, j'étais juste curieux en quelques mots. Alors c'est celui qui nous a donné plus de fil à retordre, parce que quand on regarde à l'échelle de la trame verte et bleue, c'est beaucoup plus large qu'un projet. Et le problème, quand on est entreprise de construction, c'est concrètement qu'est-ce que je peux faire sur mon site. Et donc, on va par exemple regarder les schémas régionaux de cohérence écologique, mais l'échelle est bien trop large. Il n'est pas encore mis en application des échelles plus fines, donc c'est difficile de se positionner. Et on n'a pas non plus la possibilité d'agir sur les espaces à côté. Et comme là, l'intérêt, c'était de travailler sur les actions, faire évoluer le projet, on a regardé seulement la connectivité intra-site. Par exemple, sur un projet sur lequel j'ai travaillé, on ne savait pas comment allait évoluer le milieu extérieur. C'était un territoire qui est en mutation, et donc ça devenait très compliqué de travailler à une échelle un peu plus large. Donc on a décidé de se restreindre, mais c'est bien précisé, c'est une connectivité intra-site, pour déjà faire comprendre de manière un peu plus fine la réflexion. Mais pour moi, cette question doit être prise en main par les aménageurs d'une ville. C'est quelque chose qui doit être imposé dans les PLU, par exemple. C'est une entreprise en tant que... Enfin, sur un projet, c'est très difficile pour elle de savoir ce qu'elle peut faire quand elle ne sait pas ce qui se fait à côté. En tous les cas, l'indicateur de connectivité, nous, on a choisi de le faire intrasite et d'être clair, puisque c'était juste la marge de manœuvre que l'on avait. Maintenant, la méthodologie et le calcul, si on a une emprise plus large, finalement, peut être utilisé. Voilà, en tous les cas, c'est nous, l'utilisation qu'on en a fait. Oui. Oui, bonjour, Marine Trémèche de Green Affaires. Je voulais savoir comment était évaluée la richesse et la diversité en faune et en flore, et s'il y avait la présence d'espèces remarquables ou protégées était valorisée. Alors, une sorte de bonus ou... En fait, Biodistrict, déjà, on a voulu le mettre en place sur des projets pour lesquels la réglementation n'impose rien. Et donc,
quand on est confronté à des délais très courts, c'est difficile de faire appel à un écologue. Enfin, idéalement, il faudrait avoir un écologue sur tous les projets, mais c'est très difficile et la majorité des projets ne vont pas démarcher un écologue pour venir sur le site. Et donc les compétences en interne n'existent pas ou sont relativement rares. Donc ici, on ne va pas évaluer la richesse spécifique sur notre site. En revanche, comme je disais, c'est une utilisation globale et donc il existe des informations sur le territoire sur lequel on va s'implanter. Il y a des associations qui connaissent le site. Et donc l'intérêt, c'est d'être suffisamment en amont pour pouvoir collecter ces informations, échanger avec les spécialistes. Et derrière, ça permet d'affiner le plan d'action. Et ensuite, pour les espèces remarquables, de la même façon, on va regarder s'il y a eu des inventaires faune-flore à proximité. On va regarder s'il y a des espaces un peu plus remarquables, des espaces protégés. Et cela va donner des informations sur une présence potentielle d'espèces remarquables. Et donc derrière, ça permet de mettre des points d'exclamation et de dire attention, on est proche de ce site. Si vous mettez en place des habitats qui vont permettre de faire une zone relais, c'est plus intéressant pour votre projet. Mais c'est des choses qui ne sont pas évaluées de manière... qui sont pas évaluées par des indicateurs, mais ça émerge dans le dialogue avec les équipes. Bonjour, Jérémy Garcia, L'Oréal Cheville-Larue. Une petite question justement sur ces habitats et sur du coup on fait des préconisations pour les projets, mais en termes de végétalisation, comment est-ce qu'on valorise le fait qu'on mette des espèces qui soient régionales, qui soient plutôt endémiques que de la végétalisation qui vient de l'autre bout du monde? Et du coup, est-ce que le logiciel permet de valoriser cette prise en compte? Alors aujourd'hui non. Pour rebondir sur ma remarque précédente, c'est des choses qui émergent dans le dialogue. Mais après, c'est un outil qui reste flexible, qui est en cours d'évolution. Et donc, l'intérêt, par exemple, de ce test HQE Performance, c'est d'avoir assez de retours d'expérience pour voir comment on pourrait affiner certains indicateurs ou pourquoi pas mettre des éléments bonus. Enfin, c'est quelque chose qui reste flexible et on manque aussi un peu de retours d'expérience. Donc, ce sont des idées qui sont tout à fait... qu'il est tout à fait possible d'intégrer dans la démarche de l'outil. D'accord. Et du coup, vous n'avez pas peur que ça soit un outil limité, qui soit juste utilisé pour faire du HQE biodiversité que faire du pilotage de projet? Pour faire du pilotage... Parce que finalement, si on fait un outil qui est rattaché à une démarche de certification, le risque, c'est qu'au final, on utilise cet outil que pour faire de la démarche de certification, et pas parce qu'on est réellement convaincu que dans un projet, il faut vraiment prendre en compte la biodiversité. C'est effectivement un risque, il faut rester vigilant. C'est quelque chose qui est en train de... Non, mais c'est tout à fait juste. C'est quelque chose qui... Le travail avec le référentiel HQE vient de débuter et il faudra justement rester vigilant sur ces questions pour éviter qu'il soit instrumentalisé finalement. Et c'est l'intérêt d'avoir un écologue qui soit au plus près du projet. Ça permet d'éviter ce genre de situation. Et les deux approches ne sont pas du tout incompatibles. Le référentiel HQE a besoin de cadre et donc peut s'inspirer du cadre scientifique de Biodistrict, mais en même temps, l'outil il a aussi besoin d'évoluer. Et un point qui est intéressant, c'est que cet outil, il y a 3 ans, il n'existait pas. Donc c'est aussi un outil qui est tout jeune. Et donc le fait de le partager, notamment... grâce à l'association HQE aujourd'hui, ça permet aussi d'avoir des retours d'expérience plus complets et de le faire aussi progresser. Si vous avez d'autres questions, je vous propose de les garder pour l'atelier, parce qu'on va commencer à être très en retard. L'atelier Biodistrict, ça se passe au plateau média. Alors le plateau média, il y aura des flèches, mais je vous explique aussi. Quand vous allez monter manger, donc pas loin de l'atelier de Nova-Équerre, vous allez passer par un demi-niveau qui est plutôt sympa, là, qui est juste en haut des marches. Et en fait, c'est ça le plateau média. Donc il y a des îlots qui sont aménagés. Il y a 4 ou 5 îlots, 4. Et donc il y a un certain nombre de places qui sont réservées pour les participants au test HQE Performance. Et puis d'autres places qui sont libres à ceux qui souhaitent participer à l'atelier. Il y en a une qui est réservée pour Inatea, notamment. Donc voilà, donc ça ce sera cet après-midi à 14h. Je vous propose de les applaudir encore une fois et de les remercier.